Mes parents m'ont renvoyé parce que je coûtais trop cher. Après 15 ans à la tête de l'équipe d'ingénierie, ils ont dit, nous pouvons embaucher 3 ingénieurs juniors pour ton salaire. Mon jeune frère a souri d'un air suffisant pendant la réunion. Rien de personnel, juste une réduction des coûts, a-t-il dit. J'ai silencieusement emballé mes affaires et je suis parti. Leurs appels désespérés ont commencé quand je suis Mathieu. J'ai 38 ans et, après avoir consacré 15 ans de ma vie à bâtir l'entreprise familiale à partir de rien, mes propres parents m'ont renvoyé parce que je coûtais trop cher. Avant de vous raconter comment leurs appels désespérés et paniqués ont mené à la plus incroyable prise de contrôle d'entreprise que vous ayez jamais entendue, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. C'est toujours cool de voir jusqu'où voyagent ces histoires. C'est arrivé un mardi. Je me souviens que l'air dans la salle de conférence était lourd et vicié d'une tension non dite, le genre qui vous fait hérisser les poils de la nuque. Mon père, Richard, était assis en bout de la longue table en acajou, le visage recouvert d'un masque de neutralité corporative qui, je le savais, était mauvais signe. Ma mère, Sarah, était assise à sa droite, son attention fixée sur une petite égratignure insignifiante sur la surface de la table, n'importe quoi pour éviter de me regarder. Et en face de moi, mon jeune frère, Dylan, arborait un sourire suffisant à la fois triomphant et cruel. Il n'essayait même pas de le cacher. Pendant 15 ans, eProperty a été tout mon univers. J'ai personnellement conçu toute son infrastructure numérique, depuis les portails de candidature des locataires dans nos 50 complexes répartis dans 3 États jusqu'au système complexe de demande d'entretien et au réseau sécurisé de traitement des paiements qui traitait des millions de dollars par mois. Tout est né de mon esprit et de mes mains. Je l'ai construit pour qu'il soit l'épine dorsale silencieuse et fiable du succès de notre famille. Mon père s'est raclé la gorge, un son sec et rauque. Matthew, a-t-il commencé, sa voix teintée d'une froideur formelle qu'il n'utilisait jamais avec moi, nous avons examiné les finances de l'entreprise avec un cabinet de conseil. Il a fait glisser un classeur brillant à spirale sur la table polie. Sa couverture indiquait « Analyse de l'efficacité opérationnelle ». Je ne l'ai pas ouvert. Je n'en avais pas besoin. Depuis des semaines, ces coupeurs de coups, comme je les avais surnommés mentalement, erraient dans les couloirs, posant des questions superficielles et hochant la tête avec sagesse comme s'ils comprenaient les réponses. C'est une simple question de frais généraux, a renchéri ma mère, sa voix mince et fluette, toujours dirigée vers l'égratignure sur la table. Votre salaire, c'est un poste de dépense important, Matthew, très important. Puis Dylan s'est penché en avant, posant ses coudes sur la table, ce sourire suffisant s'élargissant en un sourire narquois complet. Nous pouvons embaucher 3 ingénieurs juniors pour ce que nous te payons, Matt, a-t-il dit, sa voix dégoulinant d'une satisfaction qu'il attendait clairement depuis des années pour exprimer. Rien de personnel. C'est juste une réduction des coûts, une décision commerciale intelligente. Rien de personnel. Les mots flottaient dans la pièce sans air, aspirant le peu d'oxygène qui restait. 15 années de redémarrage de serveur à 2 heures du matin, de rendez-vous annulés, de vacances passées au téléphone à dépanner un système que seul je comprenais, j'avais construit pour eux un empire sur une base numérique solide comme le roc, et ils me renvoyaient comme une pièce de matériel défectueuse qu'ils pouvaient simplement remplacer. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas crié. Quel était l'intérêt? J'ai juste regardé mon père, puis ma mère. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu une lueur de culpabilité dans les yeux de ma mère avant qu'elle ne l'éteigne. Le visage de mon père est resté un mur blanc. Ils avaient déjà pris leur décision. Je me suis levé, j'ai repoussé ma chaise en silence et j'ai hoché la tête une fois. Je comprends, ai-je dit, et le mensonge avait le goût de cendre dans ma bouche. En retournant à mon bureau, celui que j'occupais depuis plus de 10 ans, je suis passé devant la salle des serveurs principale. À travers le verre renforcé, je pouvais voir les lumières vertes clignotantes familières et réconfortantes du système que j'avais créé. Sur l'un des écrans, une petite ligne de texte discrète était visible dans le journal de diagnostic du système, protocole d'archivage des données programmées pour s'exécuter dans 60 jours. Une routine que j'avais créée, une routine qui nécessitait ma supervision, une bombe à retardement dont ils ignoraient même l'existence. Je suis entré dans mon bureau et j'ai pris une boîte en carton vide. Emballer 15 ans de votre vie est un processus étrange. Cela ne prend pas autant de temps qu'on le pense. Quelques photos encadrées d'amis, une tasse à café avec l'inscription « Le codeur le plus correct au monde », une pile de manuels techniques que j'avais pratiquement mémorisés. Pendant tout ce temps, un film de souvenirs a défilé dans ma tête, pas les bons, mais les petites coupures, les milliers de minuscules moments où j'ai été considéré comme acquis que j'avais systématiquement ignoré pendant des années.
Je n'étais pas seulement leur fils, j'étais effectivement leur premier employé. Je me souvenais du véritable début, travaillant dans le sous-sol humide et moisi de leur premier petit immeuble de bureau. Pendant qu'ils étaient dehors à se démener, à conclure des affaires et à serrer des mains, j'étais là-bas entouré de murs en parpaing, alimenté par du café tiède et une croyance presque naïve en ce que nous construisions ensemble. J'ai appris à coder tout seul, non pas parce que j'avais une passion pour ça au départ, mais parce que nous n'avions pas les moyens d'embaucher un professionnel. C'est moi qui ai assemblé notre premier serveur à partir de pièces récupérées, celui qui a passé des câbles Ethernet le long du plafond avec une agrafeuse. Le système a grandi organiquement à mesure que l'entreprise explosait. Un complexe immobilier est devenu 5, puis 20, puis 50 dans l'Ohio, la Pennsylvanie et la Virginie occidentale. À chaque acquisition, le système que j'avais construit devenait plus complexe, plus essentiel. Ce n'était pas seulement une commodité, c'était le système nerveux central de l'entreprise. Il traitait les paiements de loyer avec une efficacité impitoyable. Il dépêchait les équipes de maintenance sur la base d'un algorithme que j'avais conçu, minimisant le temps de trajet et maximisant la satisfaction des locataires, ce qui maintenait nos taux d'occupation les plus élevés de la région. C'était notre principal avantage concurrentiel, et j'en étais l'architecte. Le problème, c'est que j'étais aussi le seul à le comprendre vraiment. Ce n'était pas par choix, c'était par budget. Au moins depuis les 5 dernières années, je les suppliais pratiquement d'investir dans la construction d'un véritable service informatique. Je me rendais dans le bureau spacieux de mon père, armé de propositions détaillées et de graphiques montrant la croissance exponentielle des données et des demandes des utilisateurs. « Papa, nous devons embaucher au moins 2 techniciens de support », disais-je en pointant un graphique qui montrait que la charge de notre serveur approchait des niveaux critiques, et nous devons absolument commencer à documenter l'architecture du système. Si je me fais renverser par un bus demain, vous êtes dans le brouillard complet. Mon père se penchait en arrière dans son fauteuil en cuir coûteux, un fauteuil dont je savais pertinemment que mon système avait payé plusieurs fois le prix, et il me lançait ce sourire apaisant et dédaigneux. Mon fils, l'argent est compté en ce moment. Chaque dollar disponible doit servir à acquérir ce nouveau portefeuille de propriété à Pittsburgh. En plus, ajoutait-il en me tapotant chaleureusement l'épaule, tu gères tout si bien tout seul. Pourquoi payer plus de personnes alors que nous avons le meilleur ici même? L'approche de ma mère était différente, une forme plus douce d'invalidation. Oh, Matthew, tu t'inquiètes toujours tellement, disait-elle en agitant la main comme pour chasser une mouche. Ce ne sont que des ordinateurs et des câbles. Tant que les chèques de loyer continuent d'arriver, ça marche. Ne complique pas les choses. Je me souviens très bien d'un Thanksgiving. Je devais être au dîner de famille de ma petite amie de l'époque, une étape importante pour nous. À 14 heures, au moment où il sortait la dinde du four, mon téléphone a explosé. Une surtension dans l'un de nos principaux centres de données avait corrompu une base de données critique. J'ai passé les 6 heures suivantes au téléphone et connecté à distance, reconstruisant péniblement l'index à partir d'une sauvegarde. J'ai sauvé l'entreprise d'une panne potentielle d'1 semaine. Lorsque j'ai finalement appelé mon père tard ce soir-là pour lui dire que la crise était évitée, il a simplement dit « Bon travail, mon fils. Je savais que tu pouvais le faire », puis il m'a raconté la délicieuse dinde que Dylan avait découpée. Il ne m'a jamais demandé ce que j'avais manqué. Ma petite amie a rompu avec moi 1 semaine plus tard. La seule personne dans toute cette entreprise qui semblait comprendre était Frank, notre chef de la maintenance. Frank était un pilier, un type avec des mains calleuses et de la graisse de moteur en permanence sous les ongles. Il m'avait vu grandir, passant d'un gamin maigre dans le sous-sol à l'homme qui dirigeait tout le spectacle numérique. Un après-midi, après une autre réunion budgétaire frustrante, il m'a trouvé dans la salle des serveurs en train de regarder les lumières clignotantes. « Ne le laisse pas te miner, Matt », a-t-il dit, sa voix un grondement sourd. Tout cet endroit, toute cette opération de 50 complexes, fonctionne grâce à ce qu'il y a dans ta tête. Ils n'en ont aucune idée. Ils pensent que ce sont les bâtiments qui font l'argent. Ce n'est pas ça, c'est ça. Il a tapé sur la vitre d'un rack de serveur avec un doigt épais. C'est toi. Ces paroles étaient un petit réconfort, mais la frustration n'a cessé de croître, surtout après l'arrivée officielle de Dylan. Il avait obtenu un diplôme en commerce, et mes parents l'ont immédiatement nommé vice-président des opérations. Il a eu un bureau d'angle, un gros compte de dépenses et un manque total de compréhension du fonctionnement réel de l'entreprise. Je me souviens qu'il est entré une fois dans mon bureau, qu'il a vu mes tableaux blancs couverts de diagrammes complexes et qu'il a dit « Alors, tu fais juste fonctionner les ordinateurs ?» Ça a l'air assez simple.
Il me considérait comme le frère aîné ringard, le type dans l'arrière-salle qui était une utilité nécessaire mais trop chère. Il en voulait à mon salaire parce qu'il ne pouvait pas quantifier mon travail sur l'un de ses tableurs simplistes. J'étais un problème à résoudre, pas un atout à valoriser. Puis sont arrivés les consultants. Ils nous ont été présentés par Monsieur Henderson, un vieil ami de la famille, un type qui jouait au golf avec mon père tous les samedis. « Richard, tu dois rencontrer ces gars », avait dit Henderson lors d'un barbecue du 4 juillet, sa voix résonnant d'une fausse sincérité. Ce sont de véritables magiciens. Ils trouveront des gains d'efficacité dans votre exploitation dont vous n'auriez jamais soupçonné l'existence. Les magiciens de Cost Slasher Incorporated étaient deux types lisses en costume qui coûtaient probablement plus cher que ma première voiture. Ils parlaient entièrement en termes à la mode, synergie, optimisation, redimensionnement, attrition à valeur ajoutée. Ils ont produit des graphiques colorés et des diapositives PowerPoint brillantes qui disaient tous la même chose de 100 manières différentes, réduire les coûts. Et le coût le plus important, le plus facile et le plus avantageux à réduire, ont-ils souligné avec emphase, était celui du responsable de l'ingénierie, très bien payé, qui, de leur point de vue d'expert, pouvait facilement être remplacé par une équipe de talents moins chers, plus jeunes et plus agiles. Ils ont présenté leurs conclusions à mes parents dans la salle de conférence principale. J'ai été invité, mais pas invité à prendre la parole. Je devais juste rester assis là et écouter ces deux charlatans, qui ne pouvaient probablement même pas faire la différence entre un serveur et un micro-ondes, expliquer comment mes 15 années de connaissances spécialisées étaient un handicap. Vous payez pour des connaissances héritées, a dit l'un d'eux en douceur, en regardant mon père. Dans le paysage technologique actuel en évolution rapide, vous voulez des juniors agiles et affamés. Vous pouvez en avoir 3 pour ce seul salaire. Pensez au retour sur investissement immédiat. Mes parents, ressentant déjà l'intense pression financière d'un mauvais investissement immobilier qu'ils avaient fait en parallèle, un fait qu'ils m'avaient soigneusement caché, ont vu la proposition du consultant comme une solution miracle. Il ne s'agissait pas seulement de mon salaire, il s'agissait de trouver une solution simple et validante à un problème complexe qu'ils étaient trop fiers pour admettre qu'ils avaient créé. Me renvoyer était plus facile que d'admettre qu'ils avaient parié et perdu des millions. Avec le recul, tous les signes étaient là, la façon dont M. Henderson me posait des questions excessivement précises sur nos protocoles de sécurité du système lors des réunions de famille, la façon dont mes parents changeaient maladroitement de sujet chaque fois que j'abordais la planification stratégique à long terme. Ils n'étaient pas seulement radins, ils étaient désespérés. Et Dylan ? Dylan était juste heureux d'être enfin le prince incontesté, avec le magicien de la cour hors du chemin. J'ai scellé la boîte en carton avec une longue et bruyante bande de ruban adhésif d'emballage. En sortant de mon bureau pour la dernière fois, j'ai croisé Frank dans le couloir. Il m'a juste regardé, les yeux remplis d'une compréhension triste et lasse. Il a secoué lentement la tête. Ils viennent de faire la plus grosse erreur de leur vie, mon fils, a-t-il chuchoté. À l'époque, je pensais qu'il était juste un ami loyal. Je n'avais aucune idée à quel point ces paroles allaient se révéler prophétiques. Je suis sorti au soleil éclatant de l'après-midi, laissant derrière moi les lumières vertes clignotantes et toute ma famille. J'ai ressenti un profond sentiment de perte, mais en dessous, quelque chose d'autre s'agitait, une détermination froide et dure. Ils avaient pris leur décision commerciale, il était maintenant temps pour moi de prendre la mienne. Ce soir-là, après avoir déposé la boîte de mon ancienne vie dans le coin de mon appartement silencieux, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Un email non lu se trouvait dans ma boîte de réception. L'objet était simple, direct et professionnel, invitation à un entretien, architecte système en chef. L'expéditeur était Ridgeview Management, notre concurrent le plus important, le plus intelligent et le plus prospère. Les 2 premiers mois après mon départ de eProperty ont été un étrange et surréaliste cadeau de silence. Pour la première fois en 15 ans, mon téléphone n'était pas une bombe à retardement d'appels d'urgence, une source constante d'anxiété légère. Je pouvais prendre un repas sans résoudre mentalement une erreur de base de données. J'ai dormi toute la nuit, toutes les nuits. J'ai passé 3 séries d'entretiens intenses et enrichissants avec Ridgeview Management. Leur PDG, une femme vive et pragmatique nommée Eleanor Vance, ne s'est pas contentée de me poser des questions sur mes compétences, elle m'a interrogé sur ma philosophie de conception de système, sur l'évolutivité, sur la construction de plateformes résilientes et à l'épreuve du temps. C'était une conversation que j'aspirais à avoir avec mon propre père depuis des années, une conversation sur la construction, et pas seulement sur la maintenance. Puis, exactement 59 jours après mon renvoi, Frank m'a appelé. Ce n'était pas sur mon ancien téléphone professionnel, bien sûr,
mais sur mon téléphone portable personnel, un numéro que seule une poignée de personnes avaient. Matt, c'est Frank, a-t-il dit, sa voix serrée d'une tension particulière que je connaissais trop bien. C'était le son de quelque chose qui se brise. Nous avons un problème, un gros. Que se passe-t-il, Frank, ai-je demandé, mon cœur commençant à battre avec un rythme familier et indésirable. Le système se comporte très mal. Les demandes d'entretien disparaissent dans la nature. Ce n'est pas juste un bug, c'est comme si elles n'avaient jamais été déposées. Le nouveau petit génie de Dylan, Chad, n'arrête pas de dire à tout le monde que c'est un problème mineur de mise en cache. Chad. Je me souvenais d'une brève et désagréable présentation avant mon départ, jeune, arrogant, avec un CV rempli de mots à la mode et un sourire narquois qui était une piètre imitation de celui de Dylan. C'est Madame Gable au 12B, Matt, continua Frank, baissant la voix. Elle a 80 ans, vit seule. Son plafond est sur le point de s'effondrer à cause d'une fuite de canalisation. Elle appelle depuis 3 jours. Chad lui dit juste d'envoyer une demande en ligne, mais le portail est cassé. Elle a appelé mon portable personnel, en pleurant. Je ne sais pas quoi faire. L'image de cette pauvre femme âgée, terrifiée dans sa propre maison, me glaça le sang. Il ne s'agissait plus de serveurs et de code, il s'agissait de personnes. Ce n'est pas un problème de mise en cache, n'est-ce pas, Frank, dis-je doucement. Il y eut une longue pause. Non, mon fils, ce n'est pas ça. C'est différent. On dirait que tout commence à pourrir de l'intérieur. Je savais exactement ce que c'était. Demain, ce serait le 60e jour, le protocole d'archivage des données, un script puissant que j'avais écrit pour qu'il s'exécute tous les trimestres, une mesure d'entretien pour déplacer les anciens enregistrements inactifs vers un serveur de stockage profond. Cela permettait d'économiser de l'espace et de maintenir la base de données active allégée et rapide. Mais ce n'était pas, et cela n'a jamais été censé être, un processus entièrement automatisé. Il nécessitait une supervision manuelle pour distinguer les données vraiment anciennes, comme un locataire qui a déménagé il y a 3 ans, et les données récemment actives qui n'avaient tout simplement pas été mises à jour depuis quelques semaines. C'était une sécurité, un contrôle humain dans le système pour empêcher exactement ce qui allait se produire. Sans ma surveillance, le script s'exécuterait à l'aveugle. Il considérerait un contrat de location de 3 mois comme inactif et l'archiverait, le rendant inaccessible au système frontal. Il ferait de même avec un enregistrement de paiement récent. Ce ne serait pas juste un bug, ce serait une catastrophe de données systématique et en cascade. J'ai expliqué cela à Frank dans les termes les plus simples possibles. Il jura longuement et sincèrement à voix basse. Je vais essayer de leur dire, dit-il, mais nous savions tous les deux que c'était inutile. Dylan n'écouterait pas un vieil homme de maintenance au détriment de son nouveau génie de la technologie. Le lendemain, la tempête éclata de toutes ses forces. Mon téléphone a commencé à sonner à 9 heures du matin. Le premier appel venait de Dylan. Sa voix était teintée d'agacement, pas encore de panique. Et, Matt, ce truc de maintenance est un peu plus grave qu'on ne le pensait. Chad a du mal à le localiser. Quel est le mot de passe administrateur pour la base de données racine? C'était une question tellement fondamentalement imprudente, comme demander les codes de lancement d'un silo nucléaire. Lui donner ce mot de passe serait un suicide d'entreprise. Je ne suis plus employé, Dylan, dis-je calmement, ma voix égale. Je ne peux pas te donner cette information. Ce serait une brèche de sécurité massive. Ne sois pas comme ça. Nous sommes une famille. Aide-nous juste. Tu as défini les termes de notre relation, Dylan. C'est du business, et je ne suis plus en affaire avec toi, dis-je et je raccrochai. 1 heure plus tard, ma mère a appelé, sa voix dégoulinant de fausse douceur. Matthew, chéri, ton frère est vraiment en difficulté. Il est tellement stressé. Ne peux-tu pas venir un petit moment, juste pour l'orienter dans la bonne direction? Maman, je ne travaille plus là-bas. Ce ne serait pas approprié. Ne sois pas si difficile, Matthew. C'est l'héritage de ta famille qui est en jeu. C'est toi qui as dit que c'était juste du business, maman, répondis-je, les mots plus froids que je ne l'avais prévu. Une décision commerciale intelligente. Je mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. En milieu d'après-midi, la véritable panique s'était installée. Mon père a appelé, sa voix tonnant de rage et de peur. Matthew, le système de traitement des paiements est complètement en panne. Il rejette tous les paiements de loyer entrants. C'est le 1er du mois.
Nous avons des millions de dollars de créances qui viennent de disparaître. Tu sais quel genre de pénalité nous encourons auprès des banques? J'ai une idée, dis-je. Le protocole d'archivage traitait probablement les profils de paiement des locataires actifs comme inactifs et les verrouillait, un par un. Tu dois réparer ça, cria-t-il, sa voix se brisant de désespoir. C'est une catastrophe de ton fait. De mon fait, demandai-je, un calme dangereux s'installant en moi. Il me semble me souvenir avoir présenté un budget pour une équipe de support et un projet de documentation pendant 5 années consécutives. Qui étaient ceux qui appelaient cela des frais généraux inutiles? Je te paierai 2 cents $ de l'heure. Tout ce que tu veux. Viens juste ici. C'était le moment que j'avais à la fois redouté et, dans un coin sombre et amer de mon cœur, anticipé. Mon esprit revint à la froide salle de conférence, au sourire narquois de Dylan, aux yeux détournés de ma mère, au rejet froid de mon père, aux années passées à être sous-estimé, à mes avertissements systématiquement ignorés, toute une vie de cela. Puis mon esprit fit quelque chose d'inattendu. Il remonta plus loin dans le temps, à un après-midi ensoleillé où j'avais 10 ans et Dylan 6. Il était tombé de son vélo et s'était écorché le genou, le sang se mélangeant à la terre. Il hurlait, et j'avais été celui qui l'avait ramassé, l'avait dépoussiéré et l'avait porté à moitié chemin sur mon dos. Une pointe de quelque chose de familial, de devoir, un fantôme d'affection fraternelle, se tordit dans mes entrailles. Pendant une fraction de seconde, j'ai failli céder. Puis mon téléphone vibra avec une nouvelle notification par email sur l'écran de mon ordinateur portable. Je jetai un coup d'œil. L'expéditeur était Eleanor Vance, le sujet, offre formelle, architecte en chef des systèmes, Ridgeview Management. Le souvenir de mon petit frère en pleurs s'évanouit, remplacé par l'image claire comme du cristal du visage suffisant de Dylan dans cette salle de conseil. Le conflit intérieur était terminé. Ma détermination s'est durcie en quelque chose d'aussi solide et incassable que de l'acier forgé. Papa, dis-je au téléphone, ma voix ferme et claire comme une cloche, tu as pris une décision commerciale. J'en ai pris une aussi. Avant qu'il ne puisse répondre, je raccrochai. J'ouvris l'email de Ridgeview. Le salaire était 30% plus élevé que ce que mon père me payait. Il comprenait une prime à la signature substantielle et des options d'achat d'actions dans une entreprise prospère. Mais c'était plus que l'argent. C'était le titre, c'était le respect, c'était l'opportunité de construire quelque chose de brillant sans avoir à supplier pour avoir les outils pour le faire. Mon téléphone sonna à nouveau. C'était Dylan, sa voix frénétique, hystérique. 5 cents $ de l'heure, Matt. 5 cents $. Donne juste ton prix. On te donnera une part dans l'entreprise. S'il te plaît. Je laissai l'appel passer à la messagerie vocale. Je tapai une réponse d'un seul mot à Eleanor Vance, accepté. Puis j'éteignis mon téléphone pour la première fois de ma vie adulte. Le silence ressemblait à la paix. Commencer à Ridgeview Management, c'était comme sortir d'un film en noir et blanc pour entrer dans un Technicolor glorieux. Les bureaux étaient élégants et modernes, un espace conçu pour la collaboration, avec des fenêtres du sol au plafond et un courant sous-jacent d'énergie calme et concentrée. Lors de mon premier jour, Eleanor Vance me conduisit personnellement à mon nouveau bureau. C'était un bureau d'angle avec une vue panoramique sur la ligne d'horizon de la ville. C'est ton espace, Matthew, dit-elle, son ton direct et respectueux. Ton équipe est composée de 4 ingénieurs seniors, tous de premier plan. Ton budget pour la première année se trouve dans le paquet de bienvenue. Nous t'avons embauché parce que tu es l'un des meilleurs. Nous te faisons confiance pour construire la plateforme de gestion immobilière la plus robuste, évolutive et sécurisée de l'industrie. Ma porte est toujours ouverte. N'hésite pas à demander ce dont tu as besoin. Ce dont j'ai besoin. Les mots étaient si simples, mais ils semblaient révolutionnaires. Pendant 15 ans, ma vie professionnelle avait été définie par ce que je ne pouvais pas avoir. Ici, on me demandait ce dont j'avais besoin pour réussir. C'était déroutant, dans le bon sens du terme. Ma nouvelle équipe était brillante. C'étaient des professionnels dévoués qui étaient vraiment enthousiastes à l'idée de travailler avec moi. Lorsque j'ai exposé mes plans architecturaux initiaux sur un tableau blanc massif, ils n'ont pas vu de problème, ils ont vu des possibilités. Ils ont posé des questions intelligentes et perspicaces. Ils ont remis en question mes hypothèses de manière constructive. Nous avons passé un après-midi entier à débattre des avantages de 2 technologies de base de données différentes. Nous collaborions, construisant quelque chose de mieux ensemble.
C'était tout ce que j'avais toujours voulu dans un environnement professionnel. L'une de mes ingénieures, une femme nommée Sarah, a trouvé un moyen d'optimiser une requête de recherche que j'avais conçue, réduisant le temps de réponse de moitié. Au lieu d'être sur la défensive, j'étais ravi. C'est brillant, lui dis-je. Implémente-le. Le regard d'appréciation surprise sur son visage m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la culture qu'Eleanor avait construite ici. Pendant ce temps, la tempête chez eProperty se transformait en un ouragan de catégorie 5. Franck me tenait au courant par des messages textes occasionnels et discrets, de petites dépêches d'une zone de guerre. Ils ont essayé de restaurer à partir d'une sauvegarde du serveur, disait un texte. Elle datait d'une semaine. Ils ont effacé les 7 derniers jours de journaux de maintenance et d'enregistrement de paiement. Chad blâme un bug de serveur corrompu. Dylan a embauché 2 autres jeunes gars d'un site de freelance en ligne, disait un autre une semaine plus tard. Ils sont basés dans 2 pays différents. C'est comme regarder 3 enfants essayer de résoudre un Rubik's Cube en le frappant avec un marteau au cours d'un mauvais appel vidéo. Le chaos n'était plus seulement interne. Les locataires étaient furieux. Les critiques négatives apparaissaient sur Google et Yelp comme des champignons vénéneux. Les taux d'occupation, autrefois la mesure dont ma famille était la plus fière, commençaient à chuter. Environ un mois après le début de mon nouveau rôle, Eleanor m'a convoqué dans son bureau. C'était le même bureau où elle m'avait embauché, mais cette fois, le sentiment était différent. Je n'étais plus un candidat, je faisais partie de son cercle restreint. Matthew, dit-elle, me faisant signe de m'asseoir, tu es ici depuis quelques semaines. Tu commences à prendre tes marques. J'ai une tâche pour toi, quelque chose qui nécessite ta perspective unique et intime. Elle fit glisser un dossier sur son bureau spacieux. Je veux une analyse concurrentielle complète des principaux acteurs de notre région, forces, faiblesses, opportunités, menaces. Je suis particulièrement intéressé par ton évaluation professionnelle et impartiale de eProperty. Je connais l'histoire, mais je veux ton évaluation d'expert de leurs vulnérabilités opérationnelles actuelles d'un point de vue purement technique. Mon cœur fit un bond. Ce n'était pas une demande anodine, c'était stratégique, un mouvement d'échec d'entreprise. J'y ai passé la semaine suivante, travaillant tard dans la nuit, non par obligation, mais par un profond sentiment de fierté professionnelle. J'étais objectif. Je n'ai pas écrit un seul mot sur la trahison familiale ou les sentiments blessés. J'ai écrit une analyse technique froide et dure d'une entreprise dans une spirale de la mort. J'ai détaillé la nature personnalisée, non documentée et fragile de leur système informatique. J'ai identifié le point de défaillance unique, la dépendance totale et complète aux connaissances institutionnelles d'une seule personne. J'ai exposé les conséquences en cascade du protocole d'archivage des données fonctionnant sans contrôle, expliquant dans les moindres détails comment cela conduirait à une perte de données catastrophique, à des échecs massifs en matière de droit et de conformité, et à une rupture complète et irréversible de la confiance des locataires. Ma conclusion était implacable, sans une reconstruction complète du système par une équipe d'experts, un processus qui prendrait des mois et coûterait des millions, l'intégrité opérationnelle de base de l'entreprise était compromise au-delà de tout espoir de réparation. Je n'avais pas besoin de deviner, je savais. J'avais construit la maison, et je savais exactement où se trouvaient tous les murs porteurs, et je savais qu'ils étaient sur le point de s'effondrer. J'ai soumis le rapport de 20 pages à Eleanor. Elle l'a lu dans un silence complet, son expression illisible. Quand elle a fini, elle l'a placé soigneusement sur son bureau et m'a regardé. C'est incroyablement complet, dit-elle, une lueur de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer dans ses yeux. Merci, Matthew. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un dernier texto de Franck. C'était une photo d'une lettre imprimée sur le papier à en-tête épais de Vanguard Holdings, notre ancien plus gros client. Le texte en dessous était court et précis, c'est officiel. Vanguard vient de résilier son contrat. C'est 20% de nos complexes les plus rentables qui s'en vont. C'est un coup de grâce, Matt. L'entreprise est en chute libre et il n'y a pas de parachute. J'ai regardé la photo, puis par la fenêtre de mon nouveau bureau la ville animée en contrebas. Je n'ai ressenti ni joie, ni tristesse, j'ai ressenti un profond sentiment d'inévitabilité, comme si j'assistais au déroulement d'une loi de la physique. Les actions ont des conséquences. Ce n'était plus personnel, c'était juste du business, et l'ancienne entreprise familiale était en train de couler comme je l'avais prédit depuis des années. L'appel de Franck concernant la résiliation du contrat par Vanguard Holdings a été la dernière secousse avant le tremblement de terre. Je savais ce que signifiait la perte de leur plus gros client.
Ce n'était pas seulement un coût financier, c'était un vote de défiance publique qui résonnerait sur l'ensemble du marché immobilier régional. Et Property n'était plus seulement en difficulté, elle coulait visiblement, et les requins commençaient à tourner autour. J'ai passé le reste de cette journée dans un état de détachement étrange et concentré. J'ai mené une réunion de conception avec mon équipe à Ridgeview, en esquissant l'architecture de notre nouveau portail locataire à la pointe de la technologie. Nous construisions quelque chose de propre, de moderne, de documenté et de résilient. Nous étions en train de construire quelque chose de la bonne manière. Le contraste entre mon présent et mon passé était un gouffre. Ce soir-là, alors que je me garais dans mon allée, mes phares ont percé le crépuscule et se sont posés sur une silhouette familière assise, affalée sur les marches de ma maison. C'était Dylan. Il ressemblait à un fantôme de lui-même. Ses cheveux, habituellement impeccables, étaient en désordre, son costume coûteux était froissé et taché, et son sourire narquois habituel avait disparu de son visage, remplacé par un désespoir brut, aux yeux creux, qui était choquant à voir. J'ai coupé le moteur et suis sorti de ma voiture, mes clés tintant dans le silence soudain. Je me suis approché lentement de lui. Il s'est levé à mon approche, ses mains enfoncées dans ses poches, ses épaules voûtées par la défaite. « Matt, dit-il, la voix rauque et brisée. Nous devons parler. » « Il n'y a rien à dire, Dylan, ai-je répondu, ma voix plate, dépourvue d'émotion. J'ai gardé ma main sur la portière de ma voiture. « S'il te plaît, a-t-il supplié, et les mots sonnaient si étrangement sortant de ses lèvres. C'était comme entendre un chien parler. « Écoute-moi juste. Vanguard est parti. La banque réclame nos prêts. Nous allons tout perdre. L'entreprise va couler. Je vois, ai-je dit. Non, tu ne vois pas. Il a rétorqué, un éclair de son ancienne arrogance revenant avant d'être immédiatement éteint par une vague de désespoir. C'est un désastre complet. Le système, c'est une boîte noire. Chad et ses gars ont démissionné ce matin. Ils ont pris leur dernier chèque de paie et sont partis. Ils ont dit que tout le système était d'une complexité contraire à l'éthique et irrécupérable. Ils ont dit que seul un fantôme aurait pu le construire. Je ne suis pas un fantôme, Dylan. Je suis le gars à qui tu as dit de faire ses valises parce que j'étais trop cher. Les mots sont restés en suspens dans l'air frais de la nuit entre nous. Il a tressailli comme si je l'avais frappé physiquement. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu une véritable honte dans les yeux de mon frère. Je sais, d'accord? Je sais que j'ai été un idiot. J'étais jaloux de toi, toujours. Je détestais que papa compte sur toi pour les choses importantes. J'étais un imbécile stupide et arrogant. Papa et maman, ils étaient stupides aussi. Nous étions tous stupides. Mais c'est l'héritage de notre famille, Matt. Papa a bâti cette entreprise à partir de rien. Non, Dylan, les jeux corrigés, ma voix dangereusement calme, coupant court à sa tirade. Papa a signé les papiers. J'ai construit le moteur qu'il a fait tourner pendant 15 ans, et vous avez tous décidé de virer le mécanicien et de laisser le chauffeur essayer de le réparer. Comment ça s'est passé pour toi? Il n'avait pas de réponse à ça. Il s'est contenté de me regarder, le visage pâle et hagard dans la lueur jaune de la lumière du Porsche. L'assureur menace de nous laisser tomber parce que nos registres de maintenance ont disparu, a-t-il murmuré, les mots se bousculant dans une précipitation. La banque menace de geler nos actifs. Ce n'est pas qu'une seule chose, Matt. C'est tout. Tout s'écroule en même temps. Il a fait un pas de plus. Aide-nous juste, a-t-il imploré, la voix craquelée. Je t'en supplie. Fixe ton prix. N'importe quel prix. $1 million, une participation dans l'entreprise, tout ce que tu veux, reviens et répare ça. S'il te plaît, tu es le seul au monde qui puisse le faire. J'ai regardé mon frère, l'enfant chéri, celui qui avait tout dans la vie servi sur un plateau d'argent, maintenant réduit à un tel état qu'il se tenait sur le seuil de ma porte, implorant une bouée de sauvetage. Une partie de moi, une petite partie fatiguée de 10 ans, a ressenti une lueur de pitié, mais elle était enfouie sous 15 ans de traitement comme un simple outil. Elle était enfouie sous le souvenir de ce sourire triomphant dans cette froide salle de conférence. J'ai pris une profonde inspiration, l'air semblant propre et frais dans mes poumons. Tu as dit que tu pouvais diriger l'entreprise sans moi, Dylan. Tu as dit que ce n'était que du business. Eh bien, voici le résultat de ta décision commerciale. J'ai finalement marché jusqu'à ma porte d'entrée et l'ai ouverte. Maintenant, tu dois vivre avec.
Je suis entré et j'ai fermé la porte en chêne massif. Le clic du loquet a fait écho à la finalité de mes mots. Je ne l'ai pas regardé partir. Je suis entré dans ma cuisine, me suis appuyé contre le comptoir, et mon cœur battait la chamade, mes mains tremblant légèrement. C'était fini. C'était le dernier mot. Du moins, c'est ce que je croyais. Le lendemain matin, j'étais en réunion de stratégie à Ridgeview lorsque mon téléphone, posé sur la table, a vibré. C'était un texto de Frank. Mes mains étaient encore un peu tremblantes quand je l'ai pris. Ce n'était pas un message, c'était une photo. Une photo d'une enveloppe blanche, nette et surdimensionnée, posée sur le bureau de la réception de eProperty. L'adresse de l'expéditeur était celle d'un cabinet d'avocats prestigieux du centre-ville que je reconnaissais comme traitant d'importantes transactions commerciales. Mais c'est le nom imprimé discrètement sous le logo du cabinet d'avocats qui a fait quitter l'air de mes poumons dans une soudaine précipitation, Ridgeview Management, ma propre entreprise. J'ai murmuré des excuses et me suis retiré de la réunion, mon esprit courant à 1 million de kilomètres à l'heure. J'ai marché jusqu'au bout du couloir, jusqu'à la fenêtre donnant sur la ville, et j'ai appelé Frank. Il a décroché à la première sonnerie. « Qu'est-ce que c'est, Frank ?» ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. « Un huissier vient de le déposer » a-t-il dit, sa voix un mélange d'admiration et d'incrédulité totale. « C'est adressé à ton père, ta mère et Dylan. » J'ai vu l'entête, Matt. « Qu'est-ce que tu as fait ?»« Je n'ai rien fait » ai-je dit, et c'était la pure vérité. Je n'avais aucune idée que ça allait arriver. J'ai raccroché et marché, presque en transe, directement au bureau d'Eleanor Vance. Sa porte était ouverte. Elle a vu mon visage et m'a fait signe d'entrer avec un léger signe de tête. « Vous êtes au courant, je suppose » a-t-elle dit calmement, joignant ses doigts sur son bureau. « Au courant de quoi, Eleanor ? Qu'est-ce qui se passe ? » Cette lettre. Elle a souri, un petit sourire satisfait qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. C'était le sourire d'un grand maître qui venait de mettre son adversaire en échec et Matt, votre analyse concurrentielle était très persuasive, Matthew. Elle a souligné une opportunité unique et sensible au facteur temps, une entreprise avec un portefeuille de biens précieux paralysé par une défaillance opérationnelle catastrophique, mais parfaitement réparable. Dans le monde des fusions et acquisitions, c'est ce que nous appelons une cible parfaite. Elle s'est penchée en avant. Le conseil d'administration a approuvé la décision hier soir. Nous avons fait une offre formelle et non négociable ce matin. Une offre basse, dois-je ajouter, étant donné leur état de détresse extrême actuel. Ils n'auront pas d'autre choix que d'accepter. C'est soit ça, soit le dépôt de bilan au titre du chapitre 7. Il m'a fallu un moment pour assimiler l'ampleur stupéfiante de ce qu'elle disait. Ridgeview achetait eProperty. Mon nouvel employeur achetait mon ancien employeur. Et il y a une autre chose, a-t-elle continué, en ramassant un document sur son bureau. C'était une copie de la lettre d'offre officielle, une condition clé non négociable de cette acquisition. Elle a retourné le document et a pointé du doigt une clause spécifique, section 4, sous-section B. Mes yeux ont trouvé mon propre nom. Comme condition contraignante de cette acquisition, M. Matthew, architecte en chef des systèmes de Ridgeview Management, sera nommé pour diriger l'audit technique complet et l'intégration des systèmes de tous les actifs de eProperty. J'ai fixé les mots, puis de nouveau Eleanor. Le monde a basculé sur son axe, puis est revenu à une netteté et une brillance éclatantes. Je n'étais pas seulement le type qui avait refusé d'aider. Je n'étais pas seulement le type qui avait été justifié. J'étais le type qui était maintenant responsable. Les appels désespérés de ma famille avaient pris fin pour de bon, car désormais, s'ils voulaient me parler, ils devraient prendre rendez-vous. La nouvelle de l'acquisition a explosé dans la coquille évidée de eProperty. Frank m'a dit plus tard que lorsque mon père a ouvert la lettre de l'avocat, il l'a lue 3 fois, son visage prenant une teinte grise que Frank n'avait jamais vue auparavant. Ma mère s'est simplement assise sur la chaise la plus proche, les mains tremblantes, et a regardé dans le vide. Et Dylan ? Dylan s'est contenté de rester là, sans voix, la réalité de la situation s'abattant finalement sur lui avec la force d'un coup physique. Leur entreprise, l'héritage de leur famille, était vendu pour une bouchée de pain à leur plus grand rival, et j'étais le visage et le moteur de ce rachat. Une semaine plus tard, je suis repassé par les portes vitrées du bâtiment de eProperty pour la première fois depuis que j'avais été si froidement renvoyé. Mais je n'entrais pas en tant que fils honteux, j'entrais en tant que cadre supérieur de la nouvelle société mère, flanqué de 2 membres de l'équipe de transition pointue et efficace de Ridgeview.
Les quelques employés restants ont levé les yeux de leur bureau lorsque nous sommes entrés, leurs yeux grands ouverts avec un mélange puissant de peur et de curiosité brute. Dans l'encadrement de l'ancien bureau de mon père, je les ai vus m'attendre, mes parents et Dylan. Ils avaient l'air plus petits d'une certaine manière, diminués par le poids de leur échec. Matthew, a commencé mon père, sa voix tendue et incertaine. Monsieur et les jeux corrigés, ma voix polie mais ferme, créant une distance immédiate et infranchissable. Peut-être devrions-nous tous nous réunir dans la salle de conférence pour discuter du plan de transition. Le changement d'adresse, le titre froid et professionnel, les a frappés plus fort que n'importe quel mot de colère n'aurait pu le faire. Il a tracé une ligne dans le sable aussi claire qu'un coup de rasoir. Dans ce bâtiment, ce jour-là, je n'étais pas leur fils ou leur frère, j'étais leur nouvelle réalité. Nous nous sommes assis dans la même salle de conférence où ils m'avaient renvoyé sans ménagement. L'ironie était si forte que je pouvais presque la goûter. Cette fois, je me suis assis à la tête de la table, à l'endroit que mon père avait toujours occupé de droit. J'ai exposé le plan de transition avec une précision calme et professionnelle, ma voix ne faiblissant jamais. J'ai parlé d'évaluation des actifs, d'audits opérationnels et d'examen du personnel. Je ne me suis pas réjoui, je n'ai pas élevé la voix, je n'ai même pas établi de contact visuel plus longtemps que nécessaire sur le plan professionnel. Mon professionnalisme froid et détaché était mon armure et mon arme. C'était un langage qu'ils comprenaient, le langage des affaires, et il était maintenant utilisé pour les informer sans équivoque qu'ils avaient perdu le contrôle total et complet. La première chose à faire, ai-je dit, en regardant un point sur le mur juste au-dessus de la tête de Dylan, est une refonte complète de l'infrastructure informatique de fond en comble. Mon équipe commencera un diagnostic complet demain matin. Dylan, tu devras leur fournir tous les identifiants administratifs existants et toute la documentation. Il n'y a pas de documentation, a marmonné Dylan, les yeux fixés sur la surface de la table. Je suis au courant, ai-je dit, ma voix plate comme une tonalité. Alors tu fourniras simplement les identifiants. Mon équipe créera la documentation. Nous faisons les choses correctement chez Ridgeview. Après la réunion, alors que je rangeais ma mallette en cuir, ma mère s'est approchée de moi, les yeux brillants de larmes non versées. Matthew, pouvons-nous s'il vous plaît parler juste 5 minutes? En famille? Une partie de moi a ressenti une pointe de l'ancienne culpabilité, mais je savais que céder, même un peu, effacerait la frontière que j'avais travaillé si dur à établir. Je devais aller jusqu'au bout. Maman, ai-je dit, ma voix s'adoucissant d'une fraction, une mesure calculée de grâce, en ce moment, ma priorité absolue est de stabiliser cette entreprise, de protéger l'investissement de Ridgeview. Toute conversation sur des questions non commerciales est préférable de la réserver pour un autre moment et un autre lieu. Je me suis alors tourné vers elle, ma voix redevenant formelle. Nous pouvons programmer un suivi par l'intermédiaire de mon assistant si vous avez d'autres questions opérationnelles. Elle a reculé comme si je l'avais giflée. La frontière était fixée. Elle était absolue. Elle a compris. Les semaines qui ont suivi ont été un exercice surréaliste de rétro-ingénierie de l'œuvre de ma vie. Mon équipe de Ridgeview, brillante et efficace, s'est émerveillée de la complexité et de l'ingéniosité de ce que j'avais construit à moi seul, et elle a secoué la tête d'incrédulité face au manque total et complet de soutien ou de documentation. C'est comme si un seul gars avait construit tout un gratte-ciel, m'a dit l'un d'eux, et ensuite ils l'ont viré et ont été surpris quand l'ascenseur s'est arrêté de fonctionner. L'un des moments les plus surréalistes est survenu lorsque j'ai ordonné à tous les employés de Restant, y compris mon frère, d'assister à une session de formation de plusieurs jours sur les nouveaux protocoles informatiques et les politiques d'éthique de Ridgeview. Je n'ai pas moi-même dirigé la formation, bien sûr. Je l'ai confiée à une jeune ingénieure pointue et compétente de mon équipe, une femme nommée Priya qui avait la moitié de l'âge de Dylan et 2 fois plus compétente. Je suis passé devant la salle de formation à un moment donné et j'ai jeté un coup d'œil à travers la cloison en verre. J'ai vu Dylan assis à un terminal d'ordinateur, les épaules affaissées alors que Priya expliquait patiemment les bases du nouveau système de billetterie du service d'assistance. Il a levé les yeux, et nos regards se sont croisés pendant une brève seconde à travers le verre. J'ai vu de la honte, j'ai vu du ressentiment, et pour la toute première fois de ma vie, j'ai vu une lueur de quelque chose qui ressemblait à un respect authentique et pur. Je lui ai juste fait un signe de tête léger, presque imperceptible, et j'ai continué à marcher. Le message était clair, voici comment fonctionne une organisation professionnelle. Voici ce que tu as jeté. 6 mois ont passé. L'intégration de eProperty dans le portefeuille de Ridgeview n'a pas seulement été un succès, elle est devenue une étude de cas au sein de l'entreprise. Sous ma direction,
Nous n'avons pas seulement réparé l'ancien système cassé, nous l'avons démoli jusqu'au montant et l'avons reconstruit à partir de zéro. C'était une chose magnifique, sécurisée, évolutive, basée sur le cloud et si méticuleusement documentée que tout ingénieur compétent pouvait intervenir et la comprendre. La satisfaction des locataires, qui avaient atteint son point le plus bas, a grimpé en flèche. Les propriétés qui perdaient de l'argent étaient désormais parmi les actifs les plus rentables de Ridgeview. Ma propre réputation au sein de l'entreprise s'est consolidée. Je n'étais pas seulement le type qui avait survécu à une trahison familiale désagréable, j'étais le type qui pouvait transformer un navire qui coule en un navire amiral. Ma relation avec ma famille, cependant, est restée dans un état de distance professionnelle et glaciale. Je les ai vus lors des réunions d'examen trimestriels. J'ai échangé des courriels polis et liés au travail. La connexion personnelle, celle que j'avais autrefois valorisée par-dessus tout, semblait coupée, peut-être de façon permanente. Puis, de façon inattendue, mon père a appelé mon portable personnel et m'a demandé de dîner avec lui, juste nous deux. J'étais hésitant. Mon instinct était de dire non, de maintenir la séparation, mais quelque chose dans sa voix, une lassitude profonde que je n'avais jamais entendue auparavant, m'a fait accepter. Nous nous sommes rencontrés dans un steakhouse calmé à l'ancienne, un terrain neutre rempli du murmure discret des conversations des autres. Pendant un long moment, nous avons mangé dans un silence lourd et maladroit. Finalement, il a posé sa fourchette et son couteau, les posant soigneusement sur son assiette. Il m'a regardé, ses yeux fatigués et ombragés. J'avais tort, Matthew, a-t-il dit, les mots sortant lentement et lourdement comme si chacun d'eux était un poids douloureux qu'il devait soulever. Ta mère et moi, nous avions tort. Terriblement, fondamentalement tort. Je n'ai rien dit. J'ai juste écouté, mon expression neutre. Je n'allais pas lui faciliter la tâche. Ce n'était pas seulement l'argent, a-t-il continué, son regard se posant sur la nappe blanche. C'était la fierté. Ma fierté. Nous avons fait un mauvais investissement, une transaction foncière spéculative en Floride. Ça a mal tourné. Nous étions profondément endettés, plus profondément que nous ne l'avons jamais laissé entendre à qui que ce soit, surtout à toi. Nous étions confrontés à la possibilité d'une faillite au titre du chapitre 11. Il a pris une respiration tremblante et une gorgée d'eau. Et puis Henderson, notre ami, ton parrain, il était constamment à mon oreille. Il n'arrêtait pas de me dire à quel point nos coûts opérationnels étaient excessifs, à quel point nous vivions dans le passé. C'est lui qui nous a présenté ses consultants. Il a insisté, Matt. Il a dit que c'était la seule décision intelligente, la seule façon de libérer des capitaux et de nous sauver. Il a fait en sorte que ça ait l'air si simple, si logique, une bouée de sauvetage. Il a levé les yeux, et pour la première fois, j'ai vu non pas seulement un homme d'affaires raté, mais un homme brisé. Nous avions peur et nous avions honte. Il était plus facile de croire un étranger en costume qui nous disait ce que nous voulions entendre que d'admettre à notre propre fils que nous avions échoué, que nous avions mis en danger l'héritage de la famille. Il a joué sur ma plus grande crainte, que je n'aurais rien à laisser à Dylan. Richard, il disait, qu'est-ce que Dylan va hériter si tout tourne mal? Tu fais ça pour lui. Nous t'avons sacrifié pour sauver notre propre fierté. C'était la pièce manquante du puzzle, celle qui donnait à l'ensemble du tableau hideux un sens terrible. Cela n'excusait pas ce qu'ils avaient fait, loin de là, mais cela le recadrait. Ils n'étaient pas seulement cruels, ils étaient désespérés, faibles et avaient été manipulés avec brio. Henderson, ai-je demandé doucement. Pourquoi ferait-il ça à toi? C'était ton meilleur ami. Mon père a laissé échapper un rire amer et sans humour qui s'est terminé par une toux. Meilleur ami? Ouais. Nous l'avons découvert un mois après l'annonce de l'acquisition de Ridgeview. Son avocat a accidentellement envoyé un courriel à notre ancien comptable. Henderson avait mis en place une société écran, prête à faire une offre à la baisse. Il prévoyait de nous racheter pour 10 cents le dollar dès que la banque réclamerait nos prêts. Il n'essayait pas de nous aider à sauver l'entreprise, il essayait de la pousser d'une falaise pour pouvoir ramasser les débris. Il a secoué la tête lentement, le poids de la double trahison s'abattant sur lui. Nous étions tellement occupés à te trahir que nous n'avons jamais vu le vrai serpent dans l'herbe. Nous sommes restés silencieux pendant une autre longue minute. Il avait avoué. Il avait étalé la honte de la famille sur la table entre nous. Ce n'était pas une excuse qui demandait pardon, c'était une déclaration de fait, un compte rendu final et douloureux de la vérité. Merci de m'avoir dit, ai-je finalement dit. C'était tout ce que je pouvais offrir. Ce n'était pas le pardon,
ce n'était pas l'absolution, mais c'était une reconnaissance. C'était un début fragile et hésitant. Le lendemain, alors que je terminais au bureau, j'ai reçu un courriel. Il provenait du compte personnel de Dylan. Il n'y avait pas d'objet. J'ai cliqué pour l'ouvrir, m'attendant à moitié à un autre plaidoyer désespéré ou à une amère accusation. Le corps du courriel ne contenait que 3 mots, « Tu avais raison ». Ce n'était pas une excuse, c'était une concession, une reddition, une reconnaissance complète et totale d'une vérité qu'il avait passé toute sa vie à nier. J'ai fixé les 3 mots sur l'écran pendant un long moment, puis, avec un clic discret, j'ai déplacé mon curseur vers l'icône qui ressemblait à une petite poubelle. J'ai supprimé le courriel. Je n'avais plus besoin de sa concession. Ma justification ne venait pas de ces mots, ni de la confession de mon père, ni de l'argent, ni du bureau de coin. Elle venait du travail. Elle avait toujours été là. Aujourd'hui, je suis assis dans mon ancien bureau. Il a été rénové, bien sûr. Les murs sont d'un gris frais et apaisant, le mobilier est moderne et minimaliste, et l'ancien serveur haletant qui bourdonnait dans le placard a été remplacé par un serveur lame silencieux et puissant qui est connecté au cloud de Ridgeview. C'est mon bureau, mais ce n'en est pas un non plus. C'est un symbole de tout ce qui a changé, tant pour l'entreprise que pour moi. De ma fenêtre, je peux voir la ville s'étendre, un paysage vibrant de possibilités. Je ne suis plus le type dans l'arrière-salle qui se contente de maintenir les lumières allumées. Je suis un architecte de l'avenir pour une entreprise qui valorise la prévoyance plutôt que les économies à court terme, qui investit dans la résilience au lieu de rogner sur les coûts. Ma famille, notre relation, se reconstruit. C'est un processus lent et prudent, comme essayer de recoller un vase brisé. Ce ne sera plus jamais ce que c'était, et peut-être que c'est bien comme ça. Ce sera quelque chose de nouveau, quelque chose de plus honnête. Il y a des dîners de vacances maladroits remplis de longs silences et de vérités non dites. Mon père est plus silencieux maintenant, plus réfléchi. Ma mère essaie trop d'être gentille, ses gestes pleins d'un regret qu'elle n'arrive pas tout à fait à exprimer. Dylan occupe un poste de gestion de projet junior dans une autre entreprise dans un autre état. J'entends dire qu'il va bien. Il apprend à partir de zéro, comme je l'ai fait. Peut-être qu'un jour, nous redeviendrons frères. Peut-être pas. Je ne ressens pas de triomphe quand je pense à ce qui s'est passé. La colère, l'amertume, elles se sont pour la plupart estompées, remplacées par quelque chose de plus calme. Ce que je ressens, c'est une clarté profonde et inébranlable. Ma famille a commis une terrible erreur. Ils ont pensé que ma valeur était un nombre qui pouvait être réduit sur une feuille de calcul. Ils ont pensé qu'ils pouvaient échanger 15 ans de dévouement, d'expérience et de connaissances institutionnelles contre quelque chose de moins cher et de plus facile. Ils ont renvoyé leur fils, mais ils n'ont pas pu renvoyer les conséquences. Ils ont appris à leurs dépens que la chose la plus coûteuse qu'une entreprise puisse perdre n'est pas l'argent, mais les connaissances irremplaçables, la confiance. En fin de compte, ce n'était jamais vraiment une histoire de vengeance. C'était une histoire de respect. Respect du travail, respect de l'expérience et, en fin de compte, respect de soi-même. Surtout lorsque les personnes qui sont censées vous aimer le plus oublient de le faire. Vous devez être celui qui connaît sa propre valeur, qui construit sa propre valeur et qui s'y tient, même si vous devez rester seul. Vous devez être prêt à construire votre propre avenir, brique par brique, ligne de code par ligne de code, car une fondation construite sur une valeur véritable et indéniable est la seule qui ne puisse jamais être ébranlée. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle a résonné avec vous d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà été dans une situation où votre expérience a été sous-évaluée, au travail ou dans la vie? Je serais intéressé d'en entendre parler. Veuillez partager votre histoire dans les commentaires ci-dessous.